Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture de septembre. Août c'est fini, on est en septembre. J'ai plus de prompt. C'est une catastrophe, je n'ai plus de prompteur parce que suite au dernier... alors je crois que c'était uniquement le dernier live au coin du feu, je vous ai fait parvenir un questionnaire concernant les coins lecture et vous avez été un certain nombre à réclamer plus de spontanéité dans les coins lecture et vous avez été quelques-uns, quelques-unes, relativement nombreux, quelques dizaines sur les 1700 voix exprimées. Alors ça a l'air de rien mais je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas exprimés qui ont aussi cette opinion. Vous avez été relativement nombreux, relativement nombreuses, en tout cas vous avez été... non négligeable à regretter le prompteur. Et la raison pour laquelle vous êtes nombreuses à avoir regretté le prompteur, c'est que vous aimez mes petites... vous voulez plus de spontanéité, vous aimez que je sois incertain de ce que je dis, vous aimez que je cherche mes mots, vous aimez que je me laisse un peu guider par le fil de ma pensée, enfin voilà. Et ben ça, ma foi, c'est au goût de chacun, donc et chacune, donc ok, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a une probabilité non négligeable que ce soit dû à la nostalgie. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement et étant généralement assez réfractaire au changement par nature, on a tendance à se dire que c'était mieux avant, bien sûr. Donc j'ai envie de tester, j'ai envie de voir, là on va faire quelques épisodes sans prompteur, sans texte, totalement improvisé, pas totalement improvisé, j'ai pris des notes. Du coup vous pouvez retrouver les notes de lecture dans la description de cette vidéo, puisque l'argument qui faisait que je ne mettais plus mes notes de lecture, c'était que comme j'avais mon texte sous les yeux, j'avais pas besoin de vous partager mes notes de lecture, cet argument n'est plus valable, donc vous avez à nouveau accès à mes notes de lecture. Donc oui, ça va être pas totalement improvisé, j'ai des notes, mais je n'ai pas de texte. Donc j'espère que je ne vais rien oublier. Par exemple, dire « je m'appelle Alexis Brott » au début de l'enregistrement pour les gens qui me découvriraient sur podcast, parce que c'est un truc qui se fait sur podcast. Vous pouvez suivre cette émission en podcast si vous voulez. Ça risque d'être un petit peu plus laborieux que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est là tous ensemble, ça va être incroyable. Et c'est le mois spécial classique. J'ai lu très peu de livres, j'en ai lu 5, faut pas déconner. J'ai lu relativement peu de livres par rapport à d'habitude. En fait, la raison pour laquelle je dis que j'ai lu très peu de livres, c'est parce que aujourd'hui on va parler de 4 livres, et sur les 4, il y en a un qui n'est pas un classique, pour des raisons que je vais développer tout à l'heure. Avant de plonger dans les... Alors ça fait une introduction un petit peu longue, désolé, mais avant de plonger dans les lectures de ce mois-ci, il y a quelque chose duquel j'avais envie de vous parler. Vous connaissez à présent le club du coin lecture, qui est le niveau 4 de soutien à ma chaîne, à mes chaînes sur Patreon. Vous avez été relativement nombreux, là, cette dernière quinzaine, vous avez été 5 ou 6 à rejoindre le club du coin lecture, ça fait très plaisir, merci beaucoup à vous pour le soutien. Il y a des gens qui voulaient juste soutenir, je leur ai souhaité la bienvenue dans le club du coin lecture, et dire « Ah non, mais comment dire poliment que j'en ai rien à foutre. ChatGPT, envoie chier quelqu'un poliment, s'il te plaît. » Donc voilà, vous avez été relativement nombreuses à rejoindre le club du coin lecture récemment, et je me suis rendu compte, mais ça fait un moment que c'est le cas, hein, c'est pas dû à la vague d'abonnements qu'il y a eu là récemment, ça fait un moment que le club du coin lecture me rapporte plus que les coins lecture eux-mêmes. Alors vous allez voir, vous pouvez aller voir le nombre de Patreon de niveau 4 et 5 que j'ai, c'est pas fifou, mais ça veut dire que cette émission est en partie, en plus de majorité, vous êtes les actionnaires majoritaires, si vous voulez, du coin lecture. Et je trouve ça très chouette. Symboliquement, je trouve ça très beau. Financièrement, je trouve ça très chouette aussi, mais c'est surtout au niveau du symbole que vous soyez... Enfin voilà, c'est touchant. C'est touchant que cette émission, que j'aime vraiment beaucoup, trouve à ce point un écho chez vous. Enfin, je trouve ça vraiment très cool. Et on se fera un épisode avec le club du coin lecture la semaine prochaine où on parlera de la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, donc soyez là pour ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 4 autres livres. Et on va commencer avec le premier livre que j'ai lu le mois dernier, donc en août, et en l'occurrence, il s'agit de... Jane Eyre de Charlotte Brontë. La raison pour laquelle j'ai regardé la couverture avant de vous dire de quel livre il s'agissait, c'est que j'ai une fâcheuse tendance à penser que Jane Eyre a été écrit par Jane Austen. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et là, je me rends compte que, malheureusement, ces éditions-là, qui sont au demeurant très belles, ne sont pas pourvues d'un résumé sur la 4e de couverture. Je vais donc aller chercher un résumé sur Internet. Je vais vous lire le résumé Babelio, ça sera très bien. Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contre-cœur par une tante qui la traite durement et dont les enfants rudoient leur cousine. Placée ensuite en pension, elle y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle devient alors gouvernante pour le noble monsieur Rochester, dont elle tombe bientôt amoureuse, mais les obstacles seront nombreux, à commencer par la personnalité détestable de Rochester, on y reviendra. Jane Eyre, c'est Charlotte Brontë elle-même, dont l'œuvre unique dans la production féminine de son époque bouleverse encore après plus d'un siècle les lecteurs du monde entier. Ce roman autobiographique est aussi son
J'aurais mis un semi avant autobiographique, mais ce roman autobiographique est aussi son chef-d'œuvre, avec une vérité, une intention d'expression jamais égalée peut-être. Elle y retrace la vie d'une pauvre gouvernante aimée du père de son élève, le rude Rochester, dont l'existence s'entoure de tragique et de mystère. Je lui ai mis un B, et c'est une note que le roman a un peu lutté pour avoir. On va balayer les évidences d'entrée de jeu. Le style est impeccable, c'est un livre qui est très bien écrit, l'intrigue se déroule de façon très fluide, très évidente, et c'est un classique de chez classique, ça fait partie des plus grands classiques de l'histoire de la littérature peut-être. Enfin voilà, on est sur un incontournable quoi. Donc noter ce genre de livre n'a absolument aucun intérêt, c'est à la fois... d'un côté, ça sert à rien, parce que de toute façon, Jane Eyre va me survivre, et d'un autre côté, c'est un peu vaniteux, quoi. C'est un peu... je me permets de mettre une note à Jane Eyre, je me permets rien du tout. Je mets une note à mon ressenti de lecture, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé, et en l'occurrence, j'ai bien aimé, avec quelques réserves, mais qui ont fini par qui ont fini par disparaître. La force absolument indéniable du roman, c'est le personnage principal. C'est Jane Eyre elle-même. Sa grande qualité à Jane Eyre, c'est sa constance. C'est un personnage qui sait ce qu'elle veut. Au début, franchement, j'ai eu du mal à m'accrocher parce que d'une part, elle était un peu chiante, un peu pète sec, un peu... Et puis en même temps, elle était, tu sais, un peu Miss Parfaite aussi. Moi, je sais tout ce qui est bon, et tous les gens autour, soit ils sont trop pieux, soit ils sont trop ceci, soit ils sont trop cela. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, redescends un peu, peut-être, calme-toi. Et puis en fait, tu te rends compte que sa droiture est non seulement presque héroïque, et en plus, elle va lui jouer des tours. Elle va lui jouer de sacrés tours, dit-il, faisant ses 70 ans. Et donc, ouais, le personnage de Jane Eyre, donc faut le temps de l'apprivoiser, faut le temps de la trouver vraiment chouette. Elle va donc rencontrer Rochester. Alors, moi, le truc que je savais de Jane Eyre, c'est que c'était une histoire d'amour. Je pense qu'il faut vraiment pas aborder Jane Eyre avec ce prisme-là. Parce que Rochester est, j'ai pas envie de dire abominable, parce que c'est un grand mot abominable, mais il est tout de même nul à chier, ce monsieur. Alors là, je vois que je me suis noté un passage. Est-ce que c'est celui auquel je pense? Non, c'est pas le passage auquel je pense. Il y a un passage où, bon, il y a tous les rebondissements que vous imaginez dans une histoire d'amour, c'est-à-dire, au départ, elle va se dire, oh, je suis amoureux, mais lui est amoureux d'une autre, et lui, elle va se tromper sur les signaux qu'il envoie, lui va se rapprocher d'une autre... bon, ça c'est pas classique, c'est nul, c'est lui va se rapprocher d'une autre femme pour la rendre jalouse, elle. Et elle, après, va le lui reprocher à lui en lui disant bon, c'est moyen de jouer comme ça avec les sentiments d'une autre femme. Et Rochester lui répond un truc dans l'ordre de ouais, mais bon, elle pète tellement plus haut que son cul, ça va la calmer, là, de se faire un peu humilier comme ça. Waouh. Waouh. Oh, t'es nul. Oh, je t'aime pas. Ah, je t'aime pas et j'ai pas envie que la protagoniste t'aime non plus. Mais ce qui porte aussi le roman, c'est toute la dimension mystérieuse. Parce qu'effectivement, il y a des secrets. Rochester a un gros secret que je vais pas vous spoiler parce que je pense que quand on ne le connaît pas, ça fait quelque chose de le découvrir. Parce que malgré son statut de classique, c'est un livre qui est assez peu connu c'est-à-dire que Roméo et Juliette, vous connaissez l'histoire. Jane Eyre, je suis pas sûr que la plupart d'entre vous qui ne connaissent le livre que de nom connaissent l'histoire. Si vous connaissez le livre que de nom, vous connaissez pas l'histoire. Je viens... Mais c'est pour ça que c'est écrit d'habitude, ça m'empêche de dire ce genre de bêtises. Et il y a plusieurs scènes qui sont super poignantes, qui sont un peu gothiques aussi. Qui sont un peu gothiques, qui sont même franchement gothiques. Franchement, je sais pas quel est le statut du livre dans l'histoire de la littérature britannique, mais il y a la scène au début où elle se fait enfermer dans une chambre où elle croit entendre ou voir des fantômes, je ne sais plus. Il y a la scène de la démence de sa tante. Après être devenue gouvernante, il y a un moment donné, elle va retrouver sa tante qui se souvient plus d'elle. C'est un peu difficile à lire. Et il y a tout le mystère autour d'un personnage qui est caché, qui est dissimulé, j'ai pas envie de vous spoiler, qui est le gros secret de Rochester. Ce personnage-là, il y a eu un livre qui a été écrit du point de vue de ce personnage, et j'ai très envie de lire ce livre-là. Les réponses au questionnaire sur le coin lecture vont pas m'aider, parce que beaucoup de gens m'ont dit, tu fais trop attention aux spoilers, c'est-à-dire qu'on peut encaisser la vérité, voilà. Le truc, c'est que la raison pour laquelle je donne pas les spoilers, c'est pour la minorité que ça embête. C'est oui, je me doute que la majorité d'entre vous... si je spoil Jane Eyre, ça va aller, quoi. Mais il y en a quelques-uns qui vont se dire, quand même,
c'est quand même dommage. J'avais l'intention de le lire et tu m'as privé de la découverte. Donc je pense à eux. Je pense que c'est moins dommageable de ne pas spoiler pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler que de tout savoir pour ceux que ça ne dérange pas d'être spoilé. Et ceux qui ont lu le livre savent très bien de quoi je parle. Et donc voilà, et donc j'ai très envie de découvrir le livre du point de vue de ce personnage-là. Il y a un moment, mais en fait c'est pour ça que j'ai mis un truc, c'est parce qu'il y a un moment qu'il faut que je vous lise. Plus de prompteur, ça veut dire que je vais pouvoir vous lire des passages, notamment le passage où il apparaît très clairement que Jenner et Rochester sont ce qu'il convient d'appeler un gros couple de merde, si tu peux me permettre d'employer la terminologie précise. Notamment, Rochester, que vous attendez-vous à trouver chez moi ? Elle, donc on est bien entamé là, on est à peu près à la moitié. Pendant quelques temps peut-être vous serez comme maintenant, c'est-à-dire très amoureux, enfin vraiment voilà, fou amoureux quoi. Mais cela durera peu, ensuite vous deviendrez froid, capricieux, sombre, et j'aurai beaucoup de peine à vous plaire. Puis quand vous serez habitué à moi, vous m'aimerez de nouveau. Je ne dis pas d'amour, mais d'affection. Ça c'est nul. je pense, il y a une espèce de j'ai pas envie de dire culte, mais il y a une espèce d'entretien de la médiocrité. Genre pendant tout le livre, Jane n'arrête pas de répéter qu'elle est moche, mais tout le temps quoi, tout le temps. Vous m'aimez, pourtant je suis pas belle, je suis moche. À un moment donné, Jane, elle finit à la rue, elle se fait recueillir par des gens qui disent « Oh là là, elle a l'air tellement noble, regardez comme ses habits sont beaux, pardon. » Par contre, elle est moche. C'est waouh. Puis quand vous serez habitué à l'affection. Je pense que votre amour s'éteindra au bout de 6 mois ou même 2 mois. J'ai vu dans les livres écrits par les hommes que c'était le temps le plus long accordé à l'ardeur d'un mari, mais je pense après tout que, comme amie et comme compagne, je ne serai jamais tout à fait déplaisante aux yeux de mon cher maître, parce que pour l'instant c'est son maître puisqu'elle est sa gouverne. Ne plus vous... Alors je vais faire la voix de Rochester façon Gaston. Ne plus vous aimer encore. Moi, je sais que je vous aimerai toujours, et je vous forcerai à confesser que ce n'est pas seulement de l'affection mais de l'amour, et un amour véritable, fervent et sûr. Elle... Vous êtes capricieux. Lui, pour les femmes qui ne me plaisent que par leur visage, je suis pire que le diable. Quand je découvre qu'elles n'ont ni âme ni cœur, quand je les vois basses, triviales, peut-être imbéciles, dures, méchantes, quel sac à merde. Mais pour un œil pur, une langue éloquente, une âme de feu, un caractère qui peut se plier ou se briser, sans se briser, pardon, à la fois simple et fort, maniable et résistant, je suis toujours fidèle et aimant. Elle. Avez-vous jamais rencontré une telle nature, monsieur ? Avez-vous jamais rencontré une telle femme ? Je l'aime maintenant ! Elle. Quant à moi, je n'atteindrai jamais à cet idéal, même sur un seul point. Je n'ai point rencontré de femme qui vous ressemblasse, Jane. Vous me plaisez, vous me dominez. Vous semblez... Il y a un très gros côté sadomaso, hein. Très très gros côté sadomaso, alors très en sous-texte, mais qui demande qu'à être du texte. Vous me dominez. Vous semblez vous soumettre et j'aime votre manière de plier. Excusez-moi. Quand je retourne sous mes doigts un écheveau de soie, je sens dans mes bras un tressaillement qui continue jusque dans mon cœur. Eh bien, de même, je me sens gagné par vous, et votre influence est plus douce que je ne puis le dire. Cette défaite me donne plus de joie que n'importe quel triomphe. Pourquoi souriez-vous, Jane ? Que signifie cet air inexplicable ? Elle. Je pensais, monsieur, excusez-moi, mon idée était involontaire, je pensais à Hercule et à Samson, près de celle qui les avait charmés. Et vous, petite fée, vous étiez... Je déteste quand il lui donne des noms comme ça, il me gonfle, Rochester. Silence, monsieur. Il n'y a pas plus de sagesse dans vos paroles que de raison dans les actes de ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il est probable que, s'ils avaient été mariés, la sévérité du mari aurait expié la douceur de l'amant, et c'est ce que je crains en vous. Je voudrais savoir ce que vous me répondrez dans un an, si je vous demandais une faveur qu'il ne vous plaira pas de m'accorder. Demandez-moi quelque chose maintenant, Jane. La moindre chose. Je désire être prié. J'aime pas Rochester. Elle, par contre, je la trouve super... Enfin, elle est super classe, quoi. Lui, c'est une daube. Je le veux bien, monsieur. Ma pétition est toute prête. Donc là, ma pétition est toute prête. J'ai ma question déjà. Voilà. Parlez. Mais si vous me regardez, et si vous me regardez de cette manière, je me verrai forcé de vous promettre d'avance ce qui serait une folie à moi. Pas du tout, monsieur. Voici simplement ce que je voulais vous demander. N'envoyez pas chercher vos bijoux et ne me mettez pas une couronne de rose. Autant vaudrait entourer d'une dentelle d'or ce grossier mouchoir de poche que vous tenez à la main. Je suis dégueulasse. C'est-à-dire qu'autant vaudrait dorer l'or le plus pur. Je le sais. Aussi serez-vous satisfaite pour le moment du moins. Je vais écrire à mon banquier. Mais vous ne m'avez encore rien demandé, priez-moi de vous donner quelque chose. Eh bien monsieur, ayez la bonté de satisfaire ma curiosité sur un point. Il se troubla. Comment ? Comment ? Dit-il vivement. La curiosité est dangereuse. Heureusement, je n'ai pas juré de vous répondre. Elle. Il n'y a aucun danger à me répondre, monsieur. Parlez donc, Jane.
Mais plutôt que cette simple question à laquelle est peut-être lié un secret, je préférerais que vous m'eussiez demandé la moitié de ce que je possède. Eh bien, roi Assur-Érus, que ferais-je de la moitié de vos richesses? Me prenez-vous pour un usurier juif désirant s'approprier des terres? C'est une autre époque. J'aimerais bien mieux avoir votre confiance. Vous me donnerez bien votre confiance, n'est-ce pas, puisque vous me donnez votre amour. Vous êtes la bienvenue, Jane, à connaître tous ceux de mes secrets qui sont dignes de vous. Mais pour l'amour de Dieu, ne me demandez pas un fardeau inutile. Ne tendez pas vos lèvres vers une coupe empoisonnée et ne me soumettez pas à un examen trop dur. Pourquoi pas, monsieur? Vous venez de me dire que vous aimiez à être vaincu et qu'il vous était doux de vous sentir persuadé. Ne pensez-vous pas que je ferais bien de vous arracher une confession, de prier, de supplier, de pleurer, même si c'est nécessaire, rien que pour essayer mon pouvoir? Je vous défie un tel essai. Cherchez à deviner, et le jeu cessera aussitôt. Alors, monsieur, vous renoncez facilement. Mais comme votre regard est sombre, vos paupières sont devenues aussi épaisses que mon doigt. Et votre front ressemble à celui d'un Jupiter tonnant. C'est là l'air que vous aurez lorsque vous serez marié, monsieur Rochester, monsieur, je suppose? Et vous, reprit monsieur Rochester, si c'est à là l'air que vous aurez lorsque vous serez marié, il faudra bien vite rompre, car en ma qualité de chrétien, je ne puis pas vivre avec un lutin. Mais que voulez-vous me demander, petite créature? Dépêchez-vous! Je vous refais la scène façon résumée. Ouais, là, vous êtes amoureux, mais ça va durer max 6 mois. Oh, là, je vous donne tout ce que vous voulez, je vous le prouve, tout ce que vous voulez. D'accord, alors dans ce cas, j'ai une question. Ah ouais, non, mais si c'est pour faire ta grosse connasse, là, c'est bon, quoi. Autant rompre tout de suite, là, c'est bon. C'est pas un couple très inspirant, Jane Eyre et Rochester. Mais c'est voulu. C'est tout à fait voulu. Enfin voilà, Rochester n'est pas étudié pour être un personnage agréable ou aimable. C'est pas un défaut d'écriture du tout. C'est un parti, et à vous de voir si ce parti vous convient ou pas. Moi, je sais que j'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit avoir abandonné leur tentative de lecture à peu près au même endroit, quand Jane rencontre Rochester. Franchement, ça vaut le coup de s'accrocher. À un moment donné, quand Jane découvre le secret de Rochester et que ça l'oblige à partir, là, le roman devient vraiment très engageant. Donc, je vous invite à le découvrir. Ça a été une très belle découverte. Donc, après ça, il faut que je vous parle du livre qui n'est pas un classique, le seul qui n'est pas un classique de la sélection du mois. Il s'agit de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Donc Virginie Grimaldi nous fait la politesse d'avoir un résumé sur la 4e de couverture. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces 3 êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour vous faire passer du rire aux larmes et nous conter la vie avec justesse et sensibilité. Oui, c'est pas mal mon avis, je lui ai mis quelle note à celui-ci? Je lui ai mis un B également. Alors là, ma difficulté, ça va être que c'est la raison pour laquelle je vous parle de ce livre dans le mois spécial classique, c'est parce que on lit des livres pendant qu'on couche bébé, qui est plus un bébé du tout maintenant, et donc je les compte dans mes résumés de lecture, parce que voilà, moi je donne le biberon à la petite, et Camille lit le livre, et du coup, ça reste une lecture, donc on en parle. C'est pas un classique, mais on l'a fini en septembre, donc je vous en parle maintenant. Et la petite difficulté que j'ai, du coup, c'est que je n'ai pas pris de notes de lecture, évidemment, puisque j'étais occupé à donner le biberon à la petite. Après, l'avantage de Virginie Grimaldi, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de notes, parce que ça va sonner un peu comme un défaut, et je pense que ça l'est pas, c'est que j'ai pas envie de dire c'est un peu tout le temps la même chose, parce que j'ai lu que deux Grimaldi, on a commencé un 3e là récemment, mais il y a clairement une ambiance, ça va toujours être l'histoire de personnages très ancrés dans le monde réel, qui affrontent des difficultés de la vie, des deuils, des séparations, enfin vous voyez ce que c'est les difficultés de la vie, et qui apprennent à se reconstruire via une expérience un peu hors du commun. Et là en l'occurrence, c'est 3 personnages, Iris qui est une adulte, Théo qui est un ado presque adulte, et Jeanne qui est une vieille dame. Ils vont, par un concours de circonstances, devoir habiter dans le même appartement en colocation, alors qu'a priori rien ne les rassemble. Voilà, 3 parcours de vie très différents, 3 milieux un peu franchement différents, et les seuls points communs qu'ils ont, ce sont des points communs qui devraient les éloigner. Ils ont tous des blessures, ils ont tous des raisons de se méfier des gens, ils viennent tous d'une façon ou d'une autre de vivre un deuil, c'est-à-dire ils ont tous perdu quelque chose récemment, et ils doivent tous les 3 se reconstruire après avoir perdu cette chose. Je peux pas vraiment développer parce que c'est une intrigue qui se dévoile au fur et à mesure des chapitres. Alors les chapitres sont très courts, ça c'est très pratique à lire. Un des avantages de Virginie Grimaldi, c'est que c'est très facile à lire. Et il y a un chapitre Iris, un chapitre Théo, un chapitre Jeanne à la suite, un chapitre Iris, Théo, Jeanne, Iris, Théo, Jeanne, Iris, Théo, Jeanne. Et tu finis par t'attacher très fort à ces personnages-là parce que ils sont écrits avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humour. Ils
Ils sont tous les trois très drôles à leur façon, et ils ont tous les trois beaucoup de courage et beaucoup de force pour affronter des problèmes qui pourraient être les tiens, quoi. C'est en fait les livres de Virginie Grimaldi, ça fait... Mais elle a ce point commun avec Baptiste Beaulieu, c'est que pas étonnant qu'ils soient potes les deux, parce que ils ont cette espèce d'amour de l'humanité que je leur envie. Moi, j'ai pas vraiment ça. Mais ils ont cette espèce de fascination pour ce qui fait de nous des êtres humains, mais au sens positif du terme. Parce qu'il y a aussi ce qui fait de nous des êtres humains au sens négatif du terme. Mais être humain, c'est à la fois magnifique et terrible. Et eux, ils développent très bien et très simplement, surtout Grimaldi pour le coup, elle développe très bien et très simplement ce que c'est que d'être une belle personne. Voilà, beau en tant qu'humain, quoi. Ça donne envie de voir la vie à travers le prisme d'un roman de Virginie Grimaldi. Je vais pas dire de voir la vie à travers le prisme de Virginie Grimaldi, parce que je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle voit le monde, mais en tout cas, dans ses romans, elle communique vraiment cette vision du monde où tout le monde est pas beau ou gentil, quoi. Tout le monde est... Il y a des pourris, il y a des enfoirés, il y en a un qui est un monstre. Et on n'est pas non plus dans un Disney, c'est-à-dire que c'est pas... Les méchants vont pas payer à la fin, forcément, mais les gentils vont persévérer. Pas les gentils, la gentillesse, l'humanité va persévérer. Ça te donne foi, quoi, ça te donne envie ça te donne envie de croire. Et parfois, on en a besoin. Donc ouais, je vous le recommande assez chaudement celui-là, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir et c'est pas pour rien qu'on est retourné sur un Virginie Grimaldi derrière, c'est que son style est à la fois très, très abordable, très facilement appréciable et c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir, ça se mange comme des petits gâteaux, les livres de Grimaldi. Sauf qu'il faut pas manger les livres, il faut manger les petits gâteaux. Ça se lit comme se mange les petits... Oh, fais pas le con. Et ensuite, ah là 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 là, j'ai voulu dans ma... Alors, full transparence avec vous. C'est surtout pour le pire éditeur au monde. J'ai envie que cette série que je fais sur la chaîne Link the Sun marche un petit peu mieux. Elle marche bien, mais j'ai envie qu'elle marche mieux. Donc je me suis dit, l'astuce, c'est de parler des livres qui sont au programme des premières ailes. C'est pas mon idée. C'est pas mon idée, mais c'est une très bonne idée. Du coup, je me suis penché sur ce qu'il y avait au programme des premières générales, et j'ai retenu 2 livres que j'ai lus pour pouvoir après en parler dans le pire éditeur au monde, mais aussi pour pouvoir en parler ici, parce que j'ai envie que le coin lecture fonctionne aussi. Rejoignez le club du coin lecture sur Patreon, le lien est dans la description. Et ouais, du coup, j'en ai retenu 2, on va parler de celui que j'ai lu en deuxième, en premier. Parce que j'ai envie de finir sur la peau de chagrin, pour une raison évidente. Mais on va commencer avec On ne badine pas avec l'amour de Alfred de Musset. Alfred de Musset, je me souviens que j'en avais gardé un très bon souvenir de prépa. On avait lu Lorenzaccio, et je me souviens absolument pas de Lorenzaccio, la pièce, mais je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup marqué, et que j'avais passé un excellent moment à étudier Lorenzaccio. Alors, je lui ai mis un B+, ce fera ma part, c'est bien ça. Je vous lis le résumé sur la 4e de couverture. On ne badine pas avec l'amour. 2 jeunes gens intelligents, cultivés, sensibles se retrouvent après 10 ans de séparation dans le giron familial où ils ont vécu ensemble leurs années d'enfance. Tout est préparé pour fêter ces retrouvailles. Pourtant, une lutte cruelle et impitoyable va s'engager. Chacun va chercher à éprouver la vérité de l'autre, au lieu de s'abandonner aux élans de son cœur et à l'intuition de ses sens. À l'épreuve de cette vérité, les masques tombent, les notables sombrent dans le ridicule, tandis que les jeunes héros vont faire, dans le malheur, l'expérience de l'ouverture inconditionnée à l'amour. Décidément, l'amour n'est pas un sujet de comédie. J'aurais pas mis cette phrase-là à la fin du résumé. Je l'ai lu dans cette édition Biblio-Lycée. Alors cette édition, vous la trouverez pas parce que c'est un vieux machin, mais il me semble que vous aurez une édition plus moderne. Celle-ci doit dater de 2000 quelque chose, 2002, 3, quelque chose comme ça, 2003. Je l'ai acheté d'occasion, voilà, sur Recycle Livre. Ouais, j'aurais pas mis cette dernière ligne parce que j'aime bien qu'on découvre que On ne badine pas avec l'amour n'est pas qu'une comédie à la fin. Parce qu'au départ, quand tu commences On ne badine pas avec l'amour, t'es vraiment en mode « Ah, une comédie chouette !» En regardant les stats sur le coin lecture, je me suis rendu compte que j'avais lu 4, avec celle-ci ça fait 5 pièces de théâtre. Et je me dis, c'est criminel que je lise pas plus de théâtre, faudra que je mette plus de théâtre dans mes vidéos, parce que j'adore lire du théâtre, notamment du très bon théâtre, très bon théâtre, et ça, On ne badine pas avec l'amour, j'ai vraiment adoré. On s'attache très vite aux 2 personnages principaux, et là où c'est très bien fait, c'est qu'on se prend vraiment au jeu, quoi. On se prend au jeu de leur jeu, quoi, de leur jeu, je t'aime moi non plus. Tu comprends leur dynamique, et c'est une dynamique qui est amusante, quoi. Tout le monde autour se désespère de « Ah, mais pourquoi ?» Enfin, la pièce est vraiment rigolote. Moi, elle m'a fait rire 2 fois. Pour un livre qui date de cette époque-là, c'est pas évident. Elle m'a fait authentiquement rire 2 fois. Elle m'a donné envie de la voir mise en scène. Je vais voir si j'arrive à trouver une représentation sur YouTube ou ailleurs. Parce que ouais, c'était extrêmement cool. Et ouais, quand la tragédie finit par arriver, bah aïe quoi. Ça tape
très très fort et très très violemment. Il y a un passage que j'hésite à vous lire, il y a un passage qui est très... parce qu'il est très souvent cité, parce que c'est un des meilleurs passages de la pièce, et c'est aussi et surtout pour ça que j'aime beaucoup le théâtre, c'est qu'il y a beaucoup de très bonnes citations dedans, parce que t'es obligé d'aller à l'essentiel dans le théâtre, enfin en ce qui concerne les dialogues, t'es obligé d'aller à l'essentiel, et du coup il y a souvent de très très bonnes formules, notamment, je vais vous lire... c'est l'échange entre Perdiccas, donc le gars, et Camille, son ami d'enfance. Camille revient d'un couvent où on lui a appris attention les hommes caca. Attention les hommes, ils veulent faire des choses et les choses, tu vas en enfer. Je résume avec mes mots fatigués. Et donc voilà, donc du coup elle se méfie de Perdiccas. Et Perdiccas lui dit non mais c'est bon, vas-y, tu saoules, quoi, c'est juste d'être sympa, et bref. Et lui va faire ce qu'a fait aussi l'autre gros trou de balle de Rochester, c'est qu'il va aller dragouiller une autre pour rendre la première jalouse. Faites pas ça, c'est de la manipulation et c'est dégueulasse. Et donc là c'est la deuxième partie de... Ouais, je vais vous lire à partir de là. Perdiccas. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles, donc elle parle de celles qui l'ont élevée au couvent bien sûr, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon, comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes, tu reniais les jours de ton enfance, et le masque plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur... Faut vraiment... Si t'essayes de séduire une personne, dis pas que t'es son frère, c'est sale. Mais ton cœur abattu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Camille répond, ni pour moi, n'est-ce pas? Perdiccas dit, adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de forge. Mais il y a au monde une chose, sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » C'est une très belle citation, j'aime beaucoup ce passage. C'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu drama, quoi, un peu drama queen, un peu... mais en même temps, Musset était super jeune quand il l'avait écrit. Ouais, vous voulez que je vous donne plus de contexte, mais c'est pas le but de l'émission, et si je commence à le faire, ça va devenir un enfer. Rien que la peau de chagrin, après, il aurait fallu que je me renseigne à fond sur la vie de Balzac, et franchement, j'ai pas envie. Il l'a écrite quand il avait, je crois qu'il avait pas 25 ans. Cette édition est très bien parce que justement, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Il l'a écrit autour de 33-34, 1833-34, alors qu'il venait de se faire larguer par George Sand, je crois. Il est né en 1810, donc en 33-34, il avait, c'est ça, 23-24 ans. Chaud. Tu sens qu'il y a un peu de jeunesse dans les idées, mais ouais, c'est brillamment écrit, c'est assez impressionnant. Donc ouais, voilà, non, très belle re-rencontre, du coup, très belle redécouverte. Musset, je vous ai dit, Lorenzaccio l'avait adoré quand j'étais en prépa, et très chaude recommandation de ma part. Les lycéens, enfin les premières générales, ont beaucoup de chance de pouvoir étudier ce livre. Mais qu'en est-il de la peau de chagrin d'Honoré de Balzac? Oh, j'ai pas le résumé. Je lui ai mis un D-, mais je vous rappelle que c'est une note de ressenti, pas la note que je pense que le livre mérite, évidemment. Résumé Babelio, que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de posséder toute chose, mais qu'en échange, vous consumiez votre vie au rythme de vos désirs? Vaut-il mieux vivre pleinement le présent ou économiser ses chances? Dans un Paris étrangement contemporain, Raphaël de Valentin erre, lutte, capitule et se languit. Ses désirs de possession pourront-ils être conciliés avec sa recherche du bonheur? Jeune noble ruiné, Raphaël perce au jeu sa dernière pièce d'or. Avant de se tuer, il entre chez un vieil antiquaire qui lui propose de lui donner un talisman, une peau de chagrin, c'est-à-dire de cuir d'onagre. Un onagre, c'est un âne du Moyen-Orient, dont magiquement les dimensions sont liées à la vie de son possesseur. Elle réalise ses désirs, mais à chaque souhait exaucé,
elle se rétrécit et avec elle la durée de l'existence de celui qui la possède. Redoutable cadeau, mais Raphaël, n'ayant plus rien à perdre, l'accepte. Ouais, ça c'est le résumé d'une partie du livre, c'est le résumé de début de la partie 1 et globalement la partie 3, parce qu'il y a la partie 2. La partie 2 qui est la vie de Raphaël de Valentin et purée. Ah, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est laborieux. Le style de Balzac est un style qui se regarde beaucoup. Par exemple, il met plein d'antithèses. En mode... Mon style est d'une richesse. D'une richesse. Et à un moment donné, ça fait de lui dire... T'as une histoire à me raconter, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut... avancer l'histoire. Et ouais, une réflexion que je me suis faite, c'est que souvent, les classiques que j'aime bien, c'est quand ils touchent à quelque chose d'intemporel qui m'atteint, du coup. La peau de chagrin, je l'ai trouvé, dans tout le livre, je l'ai trouvé extrêmement daté dans tous ses aspects. Mais vous allez voir, je vais vous lire le début et vous allez vite vous rendre compte que le style... En fait, il y a des gens qui vont y être sensibles, et je pense que lu à voix haute, ça va être moins désagréable que lire dans la tête. Parce qu'il y a plusieurs façons de lire, et on va y revenir. Mais d'abord, un passage. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Ça, c'était la première phrase, ça donne envie de continuer, non ? Hein ? Vous vous sentez pas happé dans l'histoire ? Peut-être qu'il y en a parmi vous, c'est le cas. Personnellement, pas du tout. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît » lui cria, pardon. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît » lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. « Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle ? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais quel gage? Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent? Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre, si vous l'avez inscrit sur la coiffe? Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs? Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais sachez-le bien, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu, majuscule, vous démontrera par une atroce épigramme en action qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage. Si toutefois vous avez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur. L'étonnement manifesté par le jeune homme en recevant une fiche numérotée en échange de son chapeau, dont heureusement les bords étaient légèrement perlés, indiquait assez une âme encore innocente. Aussi, le petit vieillard, qui sans doute avait croupi dès son plus jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui jeta-t-il un coup d'œil terne et sans chaleur, dans lequel un philosophe aurait vu les misères de l'hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie, les travaux forcés à perpétuité, les expatriations au Guazacoalco, note de bas de page, allusion à une tentative de colonisation en 1823 au sud du Mexique. J'ai vachement mieux compris du coup, merci. Cet homme dont la longue face blanche n'était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de Darcy, note de bas de page, chimiste qui chercha à faire de la gélatine extraite des os un aliment pour les pauvres. Dégueulasse! Présenter la pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ces rides, il y avait trace de vieilles tortures. Il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il le recevait. Semblable au ross sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise, rien ne le faisait tressaillir. Les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C'était le jeu, majuscule, incarné. Si le jeune homme avait contemplé ce triste cerbère, peut-être se serait-il dit « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes dans ce cœur-là ». L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant placé là sans doute par la Providence, et comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux, il entra résolument dans la salle où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là par le plus logique de toutes les éloquentes phrases de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée « Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsqu'entre lui et la mort, il ne reste plus que son dernier écu. » C'est subtil, je crois que Balzac essaye de nous dire que le jeu c'est pas bien. C'est long, les phrases sont longues, tout est un peu laborieux. Effectivement, à lire à voix haute, c'est plus sympa qu'à lire dans la tête, parce que dans la tête, au bout d'un moment, tu finis par oublier qu'est-ce que c'était le phrase, qu'est-ce que c'était le verbe, qu'est-ce qui se passe, comment est foutue la phrase. Donc la lecture a été franchement difficile, franchement désagréable, franchement datée, bref,
ça a été un petit supplice, mais je suis assez jaloux des élèves de première, parce que il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans La peau de chagrin. Alors du coup, pendant que je lisais, j'avais plein d'onglets ouverts pour comprendre ce que je lisais. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce qu'il essaye de me raconter là, au travers tout le, j'ai pas envie de dire poudre aux yeux, mais à travers tout le brouillard de style là, qu'est-ce qu'il essaye de me raconter? Et tout ce que j'ai lu autour du livre était nettement plus passionnant que le livre lui-même. C'est-à-dire que lire au sujet du livre, c'était très intéressant. Et c'est là que c'est un peu regrettable qu'effectivement le coin lecture soit pas une émission où on fait des deep dives, des analyses poussées de classiques littéraires, parce que si j'avais pu vous préparer une vidéo où, au lieu de lire juste le livre et de vous dire « je l'ai lu, c'était super chiant, j'ai pas tout compris », et franchement, j'ai passé un très mauvais moment. On aurait pu parler des parallèles entre La peau de chagrin et la vie de Rousseau, de Balzac. On aurait pu parler de l'inspiration du portrait de Dorian Gray, évidemment. En fait, on aurait pu parler de tout ce qui est intéressant et tout ce que j'ai lu par ailleurs en essayant de comprendre. Et à chaque fois, j'étais aspiré par ça. J'ai vachement procrastiné ma lecture, mais parce que je lisais à propos du livre. Et en fait, le style étant tellement laborieux, mais brillant, c'est-à-dire que tu peux pas ôter ça à Balzac, c'est un auteur qui sait écrire, quoi, évidemment, bien sûr, c'est Balzac. Lire tout le livre est une expérience très déplaisante, mais je pense que décortiquer un paragraphe, ou un bout de paragraphe, parce que cet enfoiré, il va jamais à la ligne, c'est imbuvable. Je pense qu'étudier un morceau de texte choisi, avec un contexte historique et biographique, c'est passionnant, c'est très intéressant. C'est là que tu vois que j'aurais bien aimé avoir une édition biblio-lycée plutôt que cette édition-là qui m'a pas aidé du tout. Et je me dis, vraiment la meilleure façon de découvrir La peau de chagrin de Balzac, c'est de l'étudier. Parce que, comme j'ai commencé à aborder le sujet plus tôt là, dans la vidéo, il y a plusieurs façons de lire un livre, comme il y a plusieurs façons de regarder un film. Et la façon dont je lis les livres, moi, c'est, je l'ai dit une fois, c'est vraiment en touriste de la littérature. C'est-à-dire, je suis pas un explorateur. La métaphore qui me convient, c'est j'y vais, je vis le truc, je prends des photos, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et à la fin, je vous en parle. Genre, ah, c'était sympa les vacances, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça, c'est la façon dont je lis. Ou si vous préférez, je lis comme on regarde une série, c'est-à-dire tous les jours, une heure de lecture, au même rythme. C'est-à-dire que je vais pas lire une phrase et puis réfléchir à cette phrase, penser à cette phrase, me dire ouais, mais comment ça rentre en écho avec le vécu de Balzac à tel ou tel moment, comment ça rentre en écho avec son époque. C'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que je lis. On pourrait me dire que du coup je lis sans intelligence. C'est pas vrai, c'est pas totalement faux non plus. Je lis avec plus de gourmandise qu'autre chose. Et Balzac, c'est pas de la gourmandise du tout. Si vous êtes en première, profitez vraiment de découvrir Balzac à travers ce prisme parce que c'est peut-être votre meilleure expérience de Balzac de votre vie. Peut-être. Après, si vous faites des études supérieures et que vous vous retrouvez à parler de Balzac plus tard, peut-être que ça sera caduc à ce moment-là. Moi, je sais que je regrette de pas avoir découvert Balzac dans un autre contexte. Parce que tu vois ce que je disais sur On ne badine pas avec l'amour, le fait que certaines phrases te sautent aux yeux, certains passages te disent waouh, c'est bien écrit. Quand toutes les phrases sont également léchées, également bien pensées pour marquer et tout. Il n'y a aucune phrase. Si, il y en a une, c'est l'inscription sur la peau de chagrin. Au passage, en anglais, il y a deux traductions du titre. Il y a Skin of Sorrow, donc Sorrow, le chagrin au sens littéral. Et il y a Wild Ass Skin, parce que Ass, ça veut à la fois dire le cucu, mais ça veut aussi dire l'âne. Donc peau d'âne sauvage. Sauf que du coup, moi je préfère penser qu'en anglais, le livre s'appelle peau de cul sauvage. Donc voilà, cette citation qui se trouve sur la peau de cul sauvage. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi, désir et tes désirs seront accomplis, mes règles tes souhaits sur ta vie, elle est là, à chaque vouloir je décroîtrai, comme tes jours, me veux-tu, prends, Dieu t'exaucera, soit. Et c'est très très chouette parce que à chaque fois c'est de plus en plus petit, comme la peau de chagrin. Je sais plus. Un texte qui est organisé comme la chose qu'il représente. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Apollinaire qui faisait beaucoup ça, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous me direz dans les commentaires, voilà, j'ai un peu la flemme d'aller chercher, je suis désolé, je suis fatigué. Bien, donc ouais, voilà, globalement, c'est pas vraiment une recommandation. D'ailleurs, puisque la vidéo touche à sa fin, je vais vous donner les livres du mois dans mon ordre de recommandation. À la dernière place, on va mettre La peau de chagrin, je pense. J'aurais pu préparer ça avant. À la dernière place, je mettrai La peau de chagrin. À l'avant-dernière place, j'hésite, mais je pense qu'on va mettre
La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, dont on parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. J'évite de vous en dire trop, mais très globalement, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été un gros coup de cœur pour certaines personnes. Donc, est-ce que je vous le recommande? Du coup, oui, pour que vous sachiez où est-ce que vous vous situez sur cette échelle-là. Mais moi, non, quoi. Ensuite, il nous restera ça de Virginie Grimaldi. Très chouette découverte, très simple. Je vous le recommande, mais je vous le recommande, si c'est l'autrice la plus lue en France. Donc oui, bien sûr, je vous le recommande. Voilà, après, il est méga connu, quoi. Il est méga connu, méga accessible. Là, je recommande à tout le monde, sans quels que soient vos goûts, quelles que soient vos habitudes de lecture. Sauf si vous savez que vous n'allez pas aimer, mais pour ça, il faut déjà avoir une idée de ce qu'on aime. Bref, je le recommanderais un peu à tout le monde, celui-là. C'est le gros avantage de Virginie Grimaldi, c'est qu'elle est très accessible. Ensuite, je vous dirais Jane Eyre de Charlotte Brontë. Poussez jusqu'à après. Poussez jusqu'à après la rencontre entre Jane et Rochester, ça vaut le coup. Poussez au moins jusqu'à la découverte du mystère de Rochester. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas dedans, alors c'est au milieu, donc faut s'accrocher, mais à ce moment-là, si vous n'êtes pas dedans, bon, là laissez tomber. Là laissez tomber, c'est vraiment pas pour vous. C'est vraiment soit le style, soit là, il y a des défauts, outre lesquels vous ne pouvez pas passer. Et le livre que je vous recommande le plus parmi les lectures du mois, c'est On ne badine pas avec l'amour de Musset, qui a été une très chouette redécouverte de Musset de ma part. Il faut que je lise plus de pièces de théâtre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se donne rendez-vous demain pour un live au coin du feu. J'ai changé la formule des lives au coin du feu. Si jamais vous avez regardé un épisode et que vous n'avez pas aimé, sachez que maintenant on ne regarde pas l'épisode en direct. Maintenant, ce qu'on fait, c'est j'allume la caméra, je suis en live et je discute avec vous. Je réagis aux commentaires de cet épisode. Donc si jamais vous avez envie que je réagisse à votre commentaire, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, sinon je ne peux guère le faire, bien entendu. Donc voilà, on se donne rendez-vous donc demain sur Twitch, vous aurez le replay de ce live mardi matin normalement. Sinon, on se donne rendez-vous vendredi pour continuer de lire les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans la corne des sables d'ivoire, écrit par Bob Lennon. Vous aurez le replay de ça disponible sur cette chaîne, sauf si vous écoutez un podcast évidemment. Quand je dis cette chaîne, je parle de la chaîne YouTube Links Off. Vous aurez donc le replay de cet épisode samedi matin. Et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans le coin lecture pour l'épisode avec le club du coin lecture sur La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Et sinon on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour mon opinion sur le tournoi de cette année concernant le coin lecture spécial. Vos suggestions, je vous dis quel livre j'aurais aimé que vous fassiez gagner, quel livre j'ai pas du tout envie que vous fassiez gagner, et quel livre je pense vous allez faire gagner. Spoiler, jusque-là, mes pronostics sont pas super. J'ai mal anticipé ce que vous alliez faire gagner. Maintenant, tout est encore à jouer, donc voilà, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, allez jeter un œil sur l'onglet communauté de la chaîne Linksoft. Il y a un post tous les jours à 17h. C'est une tradition qu'on fait tous les ans, le tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions. C'est très chouette, il y a encore beaucoup de participation cette année, ça fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais vous avez envie de faire entendre votre voix. Je vous remercie encore une fois toutes et tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et d'ici à ce qu'on se revoie, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je l'ai déjà dit. Lavez-vous les mains, brossez-vous les dents, à la prochaine, ciao!